Au cœur de l'Amérique profonde, il y a une petite ville qui s'appelle Hartford. C'est dans le Wisconsin. C'est une petite ville tranquille, comme il en existe des milliers sur ce continent immense. Une ville avec ses habitudes, ses commerces, ses fêtes de quartier. Et au centre-ville, on trouve le plus grand musée automobile du Wisconsin. Il y a aussi une salle de bowling, le Dave's Lanes, où la bière est bon marché et la pizza surgelée est, paraît-il, la meilleure de la région. À l'angle du musée et du bowling, deux autres établissements font la fierté des habitants. Le premier s'appelle le Scoop de Ville. C'est un salon de crème glacée dont le décor rappelle les années 50, spécialisé dans les coupes à la framboise qui font la réputation de la maison. Et le second, c'est le Mineshaft, un grand restaurant familial où l'on mange des plats réconfortants entre deux parties de jeux d'arcade. Quand les beaux jours arrivent, les habitants de Hartford se retrouvent sur les sentiers de Woodlawn ou de Willbrook, deux grands parcs verdoyants à quelques minutes du centre. Et par tous les temps, chaud ou froid, ils se pressent au Shower Arts Center, le théâtre local, pour applaudir leur troupe amateur. Mais rien de tout cela n'est la raison pour laquelle on connaît Hartford, Wisconsin. On connaît Hartford, Wisconsin à cause de Jesse Blodgett. Qui est Jesse Blodgett? Je vais tout vous dire dans cet épisode de Récits de l'ombre. Avant de commencer, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir un message lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et puis mettez un pouce en l'air, commentez sans spoil, et partagez, etc. Il y en a pour tout le monde. Alors, Jessie Blodgett, c'est un miracle. Elle naît le 22 mars 1984, près d'Atlanta, à Marietta, en Georgie, de ses parents Buck et Joy Blodgett. Buck et Joy, pendant de longues années, n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ils s'étaient peu à peu résignés à cette idée. Ils s'y faisaient, tant bien que mal, quand Joy découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un choc, un bonheur inattendu, presque incroyable. La chose la plus stupéfiante qui leur soit jamais arrivée à l'un comme à l'autre. Joy accouche à la maison, sans médicaments, sans médecin, juste Buck, sa mère et une sage-femme. Et quand la petite Jessie pointe le bout de son nez dans ce monde, Buck et Joy tombent amoureux d'elle sur le champ. Peu de temps après sa naissance, la famille Blodgett quitte la Georgie et s'installe donc à Hartford, Wisconsin. C'est là, dans leur modeste maison à 2 étages, à 5 minutes en voiture du centre-ville, que Jessie grandira. Jessie est une enfant que les autres admirent. C'est une musicienne d'exception, elle chante, elle joue du piano, elle joue du violon. Une de ses amies d'enfance, d'ailleurs, Jacqueline Knight, raconte qu'à chaque fois qu'elle vient chez les Blodgett, il faut hurler à plein poumon pour attirer l'attention de Jessie, tant cette dernière est absorbée par son piano. Mais le talent musical de Jessie n'est pas la seule raison pour laquelle on est attiré vers elle. Dès son plus jeune âge, Jessie brûle d'indignation devant l'injustice et l'intimidation sous toutes ses formes. Elle développe une boussole morale d'une solidité remarquable. Elle défend les droits des animaux, l'environnement et par-dessus tout, la lutte contre la violence faite aux femmes. Au moment où elle obtient son diplôme du lycée, en 2012, Jessie est aimée par ses camarades, ses professeurs, ses parents, ses amis. On dit qu'elle a une maturité qui dépasse largement celle de son âge. Jessie parle sans cesse de vouloir changer le monde et après le lycée, elle a son idée sur la façon dont elle va s'y prendre. Elle veut devenir directrice de chorale dans une université ou dans un lycée. Par ce rôle, elle va guider jusqu'à 100 jeunes filles chaque année. Ce projet la transporte, tout simplement. En automne 2012, elle quitte Hartford et rejoint l'université du Wisconsin à Milwaukee, à 1 heure environ au sud-est de chez elle, où elle s'inscrit en licence d'éducation musicale. Sa première année est une réussite éclatante. Elle est si brillante qu'on lui octroie une bourse de talent pour l'année suivante. À l'issue de cette première année universitaire, Jessie rentre à Hartford pour l'été, mais contrairement à la plupart de ses camarades qui voient dans ce retour une longue période de repos, les grandes vacances, Jessie, elle, se lance immédiatement dans le travail. Elle crée sa propre petite entreprise d'enseignement musical. Elle enseigne le chant, le piano, le violon pour les enfants de Hartford. Et en quelques semaines, elle compte plus de 25 élèves.
Quand elle n'enseigne pas, elle compose de la musique avec son ami Daniel Bartelt, lui aussi est un musicien talentueux, ou alors elle répète au Shower Arts Center où elle a décroché un rôle central dans la comédie musicale de l'été, Le violon sur le toit bien entendu. Jessie joue la violoniste, elle en est ravie. La pièce joue à guichet fermé dès le vendredi 12 juillet à 19h30. Jessie et toute la troupe sont extraordinaires et le lendemain, samedi 13 juillet, même heure, même succès et le dimanche 14 juillet, représentation en matinée à 14h. Après cette matinée, la troupe se retrouve dans la maison d'un des comédiens qui possède une piscine, une belle fête pour célébrer la fin du week-end d'ouverture. Jessie passe la moitié de la soirée à bavarder au bord de la piscine avec ses camarades et l'autre moitié à caresser les lamas qui sont dans un champ voisin. Elle quitte la fête après minuit et rentre chez ses parents. Quand Jessie rentre à la maison, Joy est encore debout. Elle s'apprête à lui demander comment s'est passée la fête et la soirée, mais il y a quelque chose dans l'expression de sa fille qui l'arrête net. Jessie a l'air contrariée. « Tu vas bien, Jessie ?» Jessie hésite, elle semble sur le point d'expliquer quelque chose, puis elle se ravise, et sur un ton qui est moins celui de la tristesse que de l'agacement, elle dit à sa mère qu'à la fête, il y avait 2 hommes plus âgés dans la troupe et ils ont eu à son égard des comportements déplacés, qui sont allés trop loin et que ça l'a mise mal à l'aise. Joy pose quelques questions pour mesurer la gravité de la situation, mais tout semble indiquer que, bon, c'est pas très sérieux. Les 2 femmes se souhaitent bonne nuit et regagnent leur chambre. Le lendemain matin, lundi 15 juillet 2013, Buck et Joy se lèvent tôt, vers 7h. Jessie, elle fait la grasse matinée. Son seul engagement de la journée, faut dire, c'est une leçon à domicile vers midi. Ses parents le savent. Buck part vers 7h30. Joy, avant de partir au travail à 8h, apporte du linge dans la chambre de sa fille. Elle entre doucement. Jessie dort. Joy pose le linge. Elle songe un instant à réveiller sa fille juste pour lui dire bonjour, mais bon. Jessie n'a jamais le temps de se reposer. Elle a toujours quelque chose à faire, toujours quelqu'un à voir. Joy referme la porte sans bruit et part travailler. Peu de temps avant midi, Joy quitte son bureau pour sa pause au déjeuner et elle rentre chez elle. Elle s'attend à trouver Jessie en bas, debout, prête à recevoir son élève, mais la maison est silencieuse. Jessie n'est pas là, pourtant la voiture est toujours dans l'allée. Joy se met au pied de l'escalier et elle crie vers le haut « Hey, ton élève, il arrive dans 1 minute !» Rien. Joy entre dans la cuisine et se prépare quelque chose à manger. Un moment plus tard, on frappe à la porte, c'est l'élève de Jessie. Joy la fait entrer, lui dit d'attendre, et puis elle monte l'escalier 4 à 4, directement dans la chambre de Jessie. Elle pousse la porte. Jessie est toujours au lit. Joy s'avance pour la secouer, pour la réveiller, mais quand elle se penche au-dessus du lit et que son regard tombe sur le visage de sa fille, elle se fige. Et quelques secondes plus tard, elle compose le 911. Voici un enregistrement de ce qui a été dit. Hartford 901, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't wake up. She's Oh 19. my God. Okay, hang on just a second. Okay. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Her pants are all wet, and she's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Joy sort sa fille du lit avec infiniment de douceur. Elle la pose sur le sol, elle glisse un oreiller sous sa tête et elle commence les compressions thoraciques, mais il est déjà trop tard. Quand la police et quand les ambulanciers arrivent, ils constatent que Jessie est morte. Sur son cou, des sillons de ligature. Sur son poignet gauche et ses chevilles, les mêmes traces. Les enquêteurs comprennent immédiatement, ce n'est pas une mort naturelle, ce n'est pas un suicide, c'est un homicide. L'inspecteur Richard Thickens de la police de Hartford prend la direction de l'enquête. Il fait sortir Joy de la chambre avec ménagement. La chambre est désormais une scène de crime. En bas, Joy retrouve son mari, Buck, effondré. Il vient de rentrer. Leur fille unique est morte. Leur miracle a disparu. Et plus rien n'a de sens.
Pendant la fouille de la chambre et de la maison, les policiers ne trouvent ni corde, ni cordon, ni aucune des ligatures qui auraient pu servir à étrangler Jesse. Aucune trace d'effraction, nulle part. Rien n'a été volé. L'inspecteur Thickens formule une hypothèse. Le tueur connaissait Jessie. Il savait où elle se trouvait dans la maison, il savait comment entrer et il est allé droit à elle et il l'a tuée, puis il est parti. Interrogés, Buck et Joyce cherchent dans leurs souvenirs. Buck mentionne des élagueurs qui travaillaient récemment sous la fenêtre de la chambre de Jessie. Ils auraient pu regarder à l'intérieur. Joyce signale un collègue de restaurant qui avait eu envers Jessie des comportements très déplacés, des bousculades volontaires, intrusion dans son espace personnel. Joy mentionne aussi les 2 hommes de la fête, ces 2 comédiens plus âgés qui avaient mis Jessie mal à l'aise la nuit précédente. Thickens vérifie chacune de ces pistes. Les élagueurs ont des alibis en béton, le collègue du restaurant également, et parmi les 2 hommes de la fête, un est écarté immédiatement, l'autre ne l'est pas. Son nom, Randy Talley. Randy nie toute implication dans la mort de Jessie. Après la fête, dit-il, il est rentré chez lui, il y est resté, seul, pas de témoin. Peu après cet interrogatoire, les policiers qui fouillent la chambre de Jessie trouvent son journal intime. Et sa dernière entrée rend Randy encore plus suspect. Cette nuit-là, après avoir parlé à sa mère de façon évasive de ces 2 hommes de la fête, Jessie était donc montée dans sa chambre et elle avait écrit. Elle avait décrit son malaise, la façon dont ces 2 hommes corrompaient ce qui aurait dû rester de l'amour platonique pour le pervertir en quelque chose de sombre. Et ces dernières lignes sonnaient comme un pressentiment. « Je ne suis pas impuissante, écrivait-elle. Je reconnaîtrai les problèmes et je les confronterai sans peur. Que Dieu soit avec moi. » Mais les relevés téléphoniques de Randy ne laissent apparaître aucun contact avec Jessie dans les heures qui ont précédé sa mort, et son téléphone se trouvait dans son appartement au moment où le crime a été commis. Insuffisant pour l'incriminer, insuffisant pour l'innocenter, mais insuffisant pour l'incriminer, l'enquête piétine. 24 heures après la découverte du corps de Jessie, le 16 juillet, une nouvelle piste surgit, une piste totalement inattendue et qui est venue d'ailleurs. 3 jours avant la mort de Jessie, le vendredi 12 juillet, une jeune femme du nom de Melissa Etzler a décidé d'emmener son chien, Rémi, se promener dans un parc de Richfield, Wisconsin. Richfield, c'est une petite bourgade à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Hartford. Melissa arrive dans le parking de gravier qui jouxte le sentier de la randonnée. Il n'y a qu'une seule autre voiture dans le parking, c'est un monospace bleu qui est garé au fond, côté gauche. Le conducteur a les jambes qui dépassent par la vitre ouverte comme s'il était allongé sur les sièges avant. Melissa ne s'en préoccupe pas vraiment, elle remarque l'individu, rien de plus. Elle gare sa voiture, fait descendre Rémi et s'engage donc sur le sentier. Le chemin décrit une grande boucle qui ramène à l'entrée du parking. La promenade dure une trentaine de minutes. Quand Melissa revient à son point de départ, le monospace bleu est toujours là, mais le conducteur n'a plus ses jambes par la fenêtre. La voiture semble vide. Melissa ne s'en préoccupe pas davantage. Elle lâche la laisse de Rémi, sort son trousseau de clés, actionne l'ouverture de son coffre à distance. Rémi court vers la voiture et saute à l'intérieur. Melissa traverse le parking. Arrivée à la hauteur du monospace bleu, elle se retourne pour le regarder et elle peut voir que le conducteur est là. Il est toujours là. Il s'est assis sur le siège passager, la portière ouverte, et il regarde Melissa. Elle détourne les yeux aussitôt, par politesse, et elle reprend sa marche. Et c'est à ce moment qu'elle entend des pas rapides dans son dos. Elle pivote. L'homme du monospace bleu s'est élancé vers elle, et il s'arrête net quand elle se retourne. Ils se font face, à environ 3 mètres l'un de l'autre. « Oh, vous m'avez fait peur, dit Melissa. » Et elle repart. 2 secondes, 3 secondes, et à nouveau, des pas qui courent derrière elle. Melissa pivote encore, l'homme s'arrête encore. Mais cette fois, Melissa voit ce qu'il tient dans la main droite, le long de la cuisse. Un couteau. Puis, il fonce sur elle. Il la plaque au sol, face contre terre, et tente de la poignarder avec son couteau affûté. Melissa se débat, elle se retourne, elle saisit la lame à main nue, elle tire le couteau sous son corps et le coince sous son propre poids. L'homme se fige un instant, interdit. Il tente de reprendre le couteau, mais Melissa ne lâche pas.
Alors l'homme s'assoit sur son dos et dit d'une voix presque calme « Est-ce que je peux juste partir ?»« Non. » Et à cet instant précis, il bondit et court vers son monospace. Melissa n'attend pas de voir la suite, elle se relève, le couteau ensanglanté toujours dans la main, les paumes lacérées, elle court jusqu'à sa voiture, vérifie que Rémi est là, verrouille les portières et elle voit le monospace bleu quitter le parking en hâte. Elle fonce à l'hôpital et il lui faudra pas moins de 15 points de suture pour réparer les 3 plaies profondes dans ses mains. Dans la salle de soins, l'inspecteur Joel Closing, du bureau du shérif du comté de Washington, prend la déposition de Melissa. La jeune femme est choquée, mais sa mémoire est d'une précision remarquable. Elle décrit son agresseur dans les moindres détails. Elle décrit le véhicule avec une exactitude étonnante. Un monospace Dodge Caravan bleu, probablement un modèle entre 2000 et 2002, elle en est certaine. Closing fait diffuser un portrait robot accompagné d'une description précise du véhicule dans tous les journaux et dans tous les médias locaux. Et le 16 juillet, le lendemain de la mort de Jesse Blodgett, un adjoint du shérif du comté de Washington se présente. Il a reconnu la description du monospace. Quelques semaines plus tôt, il avait vu un véhicule identique garé exactement au même endroit, dans ce même parc. Le conducteur lui avait paru bizarre, donc par acquis de conscience, il avait relevé la plaque d'immatriculation et il l'avait vérifiée dans le système. Rien à signaler, il avait donc totalement oublié l'affaire. Mais là, la coïncidence est quand même trop frappante. L'adjoint transmet le numéro de plaque. Le véhicule appartient à un couple marié, un homme et une femme qui n'ont absolument rien à voir avec le portrait robot. La piste semble morte, sauf que ce couple a un fils. Dans l'après-midi du 16 juillet, l'inspecteur Closing compose le numéro de téléphone du fils. Pendant ce temps, à 16 km de là, au nord-ouest, dans la maison des Blodgett à Hartford, il est organisé une veillée funèbre. Les amis proches de Jesse, sa famille, etc. sont assis dans le salon, on pleure ensemble, on partage des souvenirs. On essaie à plusieurs de porter un peu de cette douleur qui est trop lourde pour un seul. Un téléphone se met à sonner à l'intérieur du cercle. Son propriétaire, un jeune homme de 19 ans prénommé Daniel, se lève discrètement, s'éloigne du groupe et décroche. C'est l'inspecteur Closing. Il demande à Daniel Bartelt de venir au commissariat pour parler d'une certaine Melissa Etzler. Daniel Bartelt est né et a grandi à Hubertus, une petite localité toute proche de Hartford. Il vit chez ses parents. Comme Jesse, il a fait partie de la chorale du lycée de Hartford Union High School. Comme Jesse, c'est un musicien accompli, salué par ses enseignants et respecté de ses camarades, une tête bien faite, brillant, qui travaillait avec sérieux. Jesse et Daniel étaient même brièvement sortis ensemble au lycée pendant qu'ils étaient en première année. C'était une histoire courte. Après la rupture, ils étaient restés amis. Et cet été-là, l'été 2013, ils s'étaient retrouvés et composaient de la musique ensemble. En mai, Jesse avait même posté sur YouTube un duo enregistré avec Daniel. Ils avaient l'air complices, ils avaient l'air heureux. Daniel Bartelt s'installe donc face aux inspecteurs. Closing lui demande d'une voix anodine ce qu'il faisait à la maison des Blodgett quand il l'a appelé, et Daniel répond qu'il était très proche de Jesse, qu'il était là pour la veillée funèbre et que Jesse avait été tué la veille. Closing fait mine de prendre acte et oriente la conversation vers Melissa Etzler. Daniel nie toute implication. C'est alors que les deux inspecteurs remarquent les coupures sur les mains de Daniel. « Comment vous êtes-vous blessé les mains ?» Alors Daniel répond sans hésiter, c'est une vis qui a jailli au travail. Il déplace des stocks dans un entrepôt d'une entreprise d'ingénierie et c'est un accident banal. Les inspecteurs essaient d'approfondir, ils veulent des détails précis sur comment exactement ça s'est produit. Et Daniel s'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc Closing lui pose une question très simple et très directe. « Ok, si j'appelle votre employeur, cette entreprise d'ingénierie, est-ce qu'ils confirmeront que vous y travaillez en ce moment ?» Un silence, puis « Non, en fait, j'ai perdu mon emploi il y a plusieurs semaines. » Très bien. Alors Daniel, comment vous êtes-vous vraiment blessé les mains ? Je me suis coupé pendant que je travaillais en cuisine. Closing le regarde. « Écoutez Daniel,
Personne ne ment pour s'être coupé dans une cuisine. Et sous la pression des inspecteurs, l'édifice se fissure et Daniel Bartelt avoue avoir attaqué Melissa Hetzler dans le parc de Ridgefield. Il explique que depuis la perte de son emploi, il n'avait rien dit à ses parents. Chaque matin, il quittait la maison à la même heure, comme s'il allait travailler. Il rentrait à la même heure, comme s'il revenait du travail. En réalité, il passait ses journées à aérer en voiture, à s'asseoir dans des parkings de parcs, à tuer le temps. Et ce vendredi 12 juillet, il était dans ce parking à Ridgefield, il avait vu Melissa et il avait décidé de l'attaquer. Pourquoi ? Je voulais que quelqu'un d'autre ait peur, parce que tout le monde est tellement sûr de lui. Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. J'ai besoin que quelqu'un me ressemble. Et malgré cet aveu d'une violence très froide, Daniel nie avec force tout lien avec la mort de Jesse Blodgett. Non, j'aime Jesse, je ne lui aurais jamais fait de mal. L'inspecteur Closing prend contact avec l'inspecteur Thickens et très vite, les deux enquêtes commencent à s'imbriquer. Daniel Bartlett a grandi dans une famille aimante, il était brillant, il réussissait ses études avec les honneurs, musicien doué, respecté, apprécié, un enfant qui avait vraiment tout pour lui, mais quelque chose a déraillé et personne ne sait exactement ni pourquoi, ni quand. Peu de temps avant l'attaque de Melissa Hetzler, Daniel Bartelt avait abandonné ses études à l'université du Wisconsin, à Stevens Point, après un seul semestre. Il était rentré chez ses parents à Hubertus, déprimé, selon leur témoignage, et c'est là que quelque chose de sombre avait commencé à prendre de la place dans son esprit. Son historique de navigation sur Internet révèle une obsession croissante pour la mort, le meurtre, les tueurs en série. Il cherchait le palmarès des tueurs selon le nombre de leurs victimes. Il cherchait des noms de tueurs en série, il regardait des vraies vidéos d'exécution, et puis, au fil des semaines, il avait découvert un film pornographique particulier, un film dans lequel une femme est ligotée, agressée, puis étranglée. Daniel regardait ce film en boucle. La police retrouvera également chez lui le brouillon d'un roman intitulé Red is Red, Rouge est rouge, signé du pseudonyme Joseph Bartelt, son deuxième prénom. Le personnage principal de ce roman s'appelle Jessica. L'un des passages décrit un personnage nommé D qui roue de coups une femme jusqu'à lui faire perdre connaissance à l'aide d'une thé d'oreiller remplie de Lego. Ce 12 juillet, dans ce parking de Ridgefield, Daniel avait vu Melissa Hetzler seule et quelque chose s'était déclenché. Il voulait faire de ce film une réalité. Dans sa poche, du ruban adhésif industriel spécial, très résistant, qu'il voulait utiliser pour la maîtriser. Mais Melissa s'était donc battue avec un courage et une détermination qui l'avait pris de court et il avait donc pris la fuite. 3 jours plus tard, le 15 juillet, on pense que Daniel avait décidé de recommencer, mais cette fois, il ne laisserait rien au hasard. Il lui fallait une victime qui ne se batte pas, une victime qui lui fasse confiance, une victime à qui il pourrait accéder sans éveiller le moindre soupçon, et cette victime, c'était Jesse Blodgett. Elle le connaissait depuis le lycée, elle lui avait confié ses espoirs, ses projets, ses chansons. Elle l'aurait laissé entrer dans la maison sans la moindre hésitation, même seule, même en pleine nuit. D'après le témoignage d'un automobiliste qui traversait le quartier ce matin-là, on pense que Daniel Bartelt s'est garé dans l'allée des Blodgetts quelques minutes à peine après le départ de Buck et de Joy. Ce qui s'est passé exactement à l'intérieur de cette maison, on ne le sait pas avec certitude. Est-ce que Jessie était déjà réveillée quand il est entré ou est-ce qu'elle dormait encore ? Nous ne le saurons jamais. Ce que l'on sait, c'est que Daniel avait préparé ce qu'il allait faire. Il avait tout le nécessaire dans son sac. Du ruban adhésif industriel, des cordes, des ligatures, des colliers de serrage en plastique, des lingettes antiseptiques. Il est monté dans la chambre de Jessie et il lui a sauté dessus. Il lui a mis de force un bâillon dans la bouche, confectionné de ses mains, et il a enroulé du ruban autour de sa tête pour s'assurer qu'elle ne puisse pas crier. Il lui a lié les poignets et il lui a lié les chevilles. Puis, il l'a violée. Ensuite, il a enroulé un cordon autour de son cou et il l'a étranglée jusqu'à la mort. Après ça, il a tenté de nettoyer le corps avec les lingettes antiseptiques.
Il a replacé Jessie dans son lit, les couvertures tirées jusqu'au menton pour que ses parents croient, en rentrant, qu'elle dormait encore. Il a rassemblé ses affaires, mais dans sa précipitation, il a oublié un rouleau de ruban adhésif sous le pied de lit et il a quitté la maison en silence. Il a conduit jusqu'au parc Woodlawn Union de Hartford où des caméras de surveillance l'ont filmé. Il a fourré dans les poubelles du parc une boîte de céréales qui contenait des cordes, du ruban et des lingettes ensanglantées. Il a cru de cette manière effacer ses traces. Le lendemain, il s'est rendu à la veillée funèbre de Jessie. Selon ceux qui étaient présents dans le salon, Daniel Bartelt était de loin la personne la plus bavarde du groupe. La police retrouve les cordes dans la boîte de céréales au fond des poubelles du parc Woodlawn Union. Les analyses ADN sont formelles. Le matériel génétique de Daniel Bartelt et celui de Jessie Blodgett se trouvent sur les cordes. Un examen médico-légal confirme le viol. On retrouve également chez lui, lors d'une perquisition à son domicile de Hubertus, un t-shirt bleu et un short taché de rouge, une pince à câble en plastique, du ruban électrique, de la ficelle de pressage et des morceaux de ruban froissés en boule dans un sac de course. La marque du ruban retrouvée sous le lit de Jessie et celle du ruban retrouvée dans les ordures du parc sont identiques. Intertape 698, j'allais le dire en anglais. L'édifice s'effondre sur lui. Daniel Bartelt est arrêté le 17 juillet 2013, 2 jours après le meurtre de Jessie. En 2014, le procès s'ouvre. Daniel nie et il niera jusqu'au bout. En août 2014, le jury le déclare coupable d'homicide au premier degré avec préméditation, ce qui en droit français correspond à l'assassinat. En octobre 2014, le juge Todd Martens prononce la sentence lors d'une audience au tribunal du comté de Washington. La salle est comble. Les proches de Jessie témoignent un à un. Son oncle Dana dit qu'il a été volé d'une femme intelligente, attentionnée, magnifique, aux possibilités sans limite. Son oncle Fred dit que ce qui lui semble le pire, ça n'est pas la mort de Jessie, mais la destruction de tout ce qu'elle aurait pu accomplir. Un autre oncle exprime à voix haute le regret que le Wisconsin n'ait pas la peine de mort. Et puis, Buck Blodgett se lève. Buck se tourne vers le juge pour lui adresser quelques mots, puis il pivote légèrement et regarde directement Daniel Bartelt dans les yeux. Daniel le regarde en retour. Et Buck dit « Dan, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle, peut-être même ma propre famille, peut le comprendre ou le croire, mais c'est la vérité. Non seulement je te pardonne, mais je t'aime. » Et quelques instants plus tard, il ajoute « Je crois qu'il y a du bien et du mal en chacun de nous. Je ne te diabolise pas, je ne te vilipende pas. » Le juge Martens qualifie Daniel Bartelt d'énigme. Il dit ne pas comprendre comment ni pourquoi ce jeune homme de 20 ans a tué Jessie Blodgett, mais il dit savoir qu'il est coupable. Puis vient le tour de Daniel. Il se retourne vers Buck et Joy Blodgett, il les regarde dans les yeux et il leur dit qu'il est innocent, que sa conscience est claire comme de l'eau de roche, qu'un jour il se présentera devant un tribunal qui, lui, le saura. Dans l'entretemps, il lui faut considérer le tribunal des hommes et le juge prononce la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À ce jour, Daniel Bartelt clame toujours son innocence. Alors, le tribunal du comté de Washington a ordonné une évaluation psychiatrique de compétences avant l'ouverture du procès, mais ces conclusions n'ont jamais été rendues publiques, donc elle est introuvable. Alors, l'analyse qui suit là maintenant, et je l'ai construite à partir de ce que les enquêteurs, les témoins, les pièces du dossier ont révélé, et je mets tout ça un petit peu en perspective avec la littérature clinique sur des profils qui sont un peu similaires. Et ce que le cas de Daniel Bartelt présente correspond à ce que la psychologie clinique désigne comme un sadisme sexuel avec fantasme homicide structuré. Et ça a été décrit entre autres par Robert Hare sur les personnalités antisociales, les sociopathes.
et ceux de Robert Resland et John Douglas qui travaillent ou qui sont dans l'unité des sciences du comportement au FBI. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le sujet n'agit pas sous le coup d'une impulsion soudaine. Il planifie, il prépare et il répète mentalement avant de passer à l'acte. Alors, la consommation obsessionnelle de films snuff, S-N-U-F-F, ce sont des films dans lesquels un meurtre réel est filmé, constitue ce que les cliniciens appellent un conditionnement par le fantasme. C'est-à-dire que la frontière entre la fiction violente et le désir réel s'efface petit à petit jusqu'à ce que le passage à l'acte devienne une nécessité psychologique. Alors l'attaque de Melissa Etzler, c'est ce qu'on appelle un acte exploratoire typique, en fin de compte, de cette trajectoire. Le sujet teste sa capacité à agir, il évalue ses propres réactions face à la résistance d'une victime, et en fin de compte, l'échec, ça va pas l'arrêter, il va l'ajuster. Beaucoup de sociopathes et de tueurs en série ont raté leur première et deuxième attaque, justement parce que en fin de compte, c'était un test des capacités, passer de la théorie à la pratique en quelque sorte. Donc le choix qu'il a eu de choisir Jessie, ça représente justement la victime idéale. Elle est connue, elle est confiante, elle est accessible, c'est facile en gros. C'est le ciblage qui correspond à ce que les criminologues appellent une victimisation par opportunité dirigée. C'est-à-dire que la victime, elle est choisie pas par affect, pas parce que c'est important, ça a une importance psychologique spéciale, mais tout simplement parce que c'est pratique. La déclaration d'amour répétée envers Jessie, y compris lors des interrogatoires, c'est probablement ce que la littérature clinique décrit comme un pseudo-affect. C'est-à-dire c'est une capacité à simuler des liens émotionnels sans les ressentir réellement. Et d'ailleurs, le déni persistant, même face à une montagne de preuves, preuves matérielles, lui aussi c'est documenté dans la littérature et ça renforce ce truc. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une stratégie juridique. Chez certains profils sadiques, le déni, ça constitue une protection narcissique fondamentale parce que admettre l'acte, ça voudrait dire se confronter à une réalité de soi que la personne en question, le sujet, est tout simplement incapable d'intégrer. Donc ça serait à peu près le profil de Daniel. Dans les jours qui ont suivi la mort de Jessie, Buck Blodgett est entré dans la chambre de sa fille et s'est allongé sur son lit. Il a regardé le plafond, il a retenu son souffle aussi longtemps qu'il l'a pu, et tandis qu'il commençait à suffoquer, il a essayé d'imaginer ce que sa fille avait vécu dans ces derniers instants. Et ça l'a totalement écrasé. Il l'a dit lui-même, « Je n'étais pas là pour ma petite fille quand elle avait le plus besoin de moi. » Mais au lieu de porter ce fardeau en silence pour le restant de ses jours, Buck et sa famille ont décidé de faire quelque chose. Ils ont décidé d'honorer la mémoire de Jessie et peut-être de changer un peu le monde, comme Jessie en parlait si souvent. En 2016, Buck Blodgett a fondé le projet « Love is greater than hate ». L'amour est plus grand que la haine. C'est une organisation caritative dont la mission est de mettre fin à la violence des hommes contre les femmes et d'inspirer l'amour là où la haine prospère. Depuis sa création, Buck a donné plus de 120 conférences à travers le pays, enfin les États-Unis, et il a visité 15 prisons de l'État du Wisconsin. Jessie Blodgett voulait changer le monde. Son père l'a fait à sa place. C'était Récit de l'ombre. Merci de m'avoir vu et de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois pour un autre Récit de l'ombre. À bientôt. Au revoir.